Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Afin de débuter cette émission, nous avons juste le temps de faire un petit jeu. Celui-ci s'appelle « Qui je suis » ou la personne mystère devinée en 3 éléments. Premier élément, je suis une femme. Deuxième élément, je suis blonde. Troisième élément, j'ai une poitrine à géométrie variable. Évidemment que vous avez la réponse et je n'ai même pas besoin de vous le dire. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTF/CH avec Yota qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et Philippe également. Bonsoir les amis, bienvenue. Bonsoir les amis. Enfin, moi, je sais pas de qui tu parles, mais j'ai pas eu souvent l'occasion de voir une poitrine à géométrie variable. Je serais assez curieux. Alors, bon. tu sais pas de qui je parle. Pourtant, l'allusion est quand même bien claire. Bon, allez, on passe. Très bien. Allez, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui nous écoute. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on peut commencer? Oui, par une petite actu peut-être. Alors, on va commencer un petit peu de façon un peu tendue là sur la monnaie. La monnaie, c'est un petit peu raide, mais ça s'approche, comme on dit. Qu'est-ce qui s'approche? Eh bien, c'est que l'or soit à un moment donné considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire la valeur refuge totale contre les billets de banque, notamment les billets américains, évidemment, le dollar, qui ont perdu complètement leur valeur. Et quand on soulève le couvercle, eh bien, tout s'envole, quoi. C'est la boîte de Pandore, c'est tout ce qu'on veut. Donc là, le couvercle est en passe d'être soulevé et l'or va exploser, mesdames et messieurs. Alors, j'y connais rien en change et en finance. Surtout, ne prenez pas mes paroles comme un conseil. Mais d'après ce que je lis, comme tout le monde, et il semblerait qu'on soit à la veille d'une explosion du prix de l'or. Voilà. Et par conséquent, évidemment, d'une chute vertigineuse du dollar américain. Voilà, donc ça c'était une première chose. Deuxième chose et dernière, puisque je vais rendre la parole, eh bien, avant-hier est sorti le fameux livre de Monsieur Xavier Poussard qui s'appelle Devenir Brigitte. Je ne fais pas vous faire l'insulte de vous dire de qui il s'agit, de quelle Brigitte il s'agit. Ce livre est un best-seller aux États-Unis en ce moment. Hein. Il se vend, comme on dit, comme des petits pains. Et en France, eh bien, dès qu'il a été placé sur Amazon, il a été immédiatement arrêté. On a stoppé la vente. Donc, etc. Le lendemain, la vente a été remise en route. Et puis, ça démarque à un cas, mais véritablement, on sent qu'il y a une petite gêne au démarrage, quoi. Disons que le pouvoir a dû faire ce qu'il fallait pour que ce livre papier ne voit pas le jour papier en français et en France. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant pour se dire qu'on est soit dans une restriction de liberté, soit à la veille d'un scandale, puisque si ces choses sont vraies comme elles ont l'air de l'être, si elles ne l'étaient pas, je pense que l'auteur aurait déjà eu des procès nombreux, ce qui n'est pas le cas. Donc ce sont des choses avérées. Comme disait Marine Le Pen, c'est un livre, donc c'est vrai. Ben oui, effectivement, au bout d'un certain temps, au bout de 3 mois, je crois, la loi française dit 3 mois, au bout desquels il n'y a pas de contestation de quoi que ce soit, ben c'est considéré comme vrai, c'est comme ça. Donc il y a 9 chances sur 10 que bientôt, en tout cas on va attendre 3 mois, mais peut-être que d'ici là les choses auront déjà changé et que notre cher président et sa présidente ou son coprésident, c'est difficile de dire les choses désormais, auront disparu de la circulation politicienne et politique. Voilà, et je crois que dans la continuation dans le droit fil de ce qu'on vient de dire sur notre président, je crois, Sylvain, que tu as des choses. Ouais, j'ai même des précisions. 40 000 euros par mois, c'est ce que gagne madame, je ne dis pas qui, vous savez très bien, et actuellement, on demande à cette personne de rembourser, donc depuis 2017, vous comptez 12 mois, 40 000 euros, multiplié, ça fait une somme énorme. Bon, on regarde l'actualité en images, et on en parle juste après. 1 février 2025, Manu veut dire à Trump. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. C'est pas toi, c'est pas ta marque de fabrique. C'est une blague. C'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si t'es faible face à Poutine? La deuxième chose, je vais lui dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous, mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme. 24 février 2025, Manu quand il a rencontré Trump. Retiens-moi, Germaine, sinon... Et un malheur.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi j'ai vu, et comme d'autres sûrement, qui nous écoutent, un passage où Monsieur Trump a exactement la même voix, le même look que ce qu'on vient de voir, mais il annonce tout simplement sa démission. Alors ça, c'est extraordinaire. Quand il faut le voir pour ressentir les choses, on se dit, mais bon sang, mais comment ça fait? Et bon sang, mais c'est bien sûr, c'est de l'intelligence artificielle. Donc tout ce qu'on voit dans ces vidéos, etc., ça peut être de l'intelligence artificielle, y compris ce que tu viens de nous montrer. Peut-être qu'il y a eu un montage qui fait que on prend les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Il peut y avoir du déroutage, il peut y avoir du fake news, et ça peut être retenu contre nous. Donc soyons extrêmement prudents, puisque tout ce que nous diffusons, nous en sommes un peu responsables. Alors donc on va prendre toutes les mesures de restriction possibles sur cette chaîne pour dire que, sauf plus ample informé, il s'agit de vraies images et non pas d'une fake news. Ah, j'en donne la garantie, hein, puisque c'est moi qui ai monté l'actualité en images. S'il y a quoi que ce soit, c'est moi qu'il faut venir trouver. Oui, ce sont des images factuelles, absolument. Super, et contrôlé, donc vérifié. Ça, c'est génial. Alors, le sujet de ce soir, puisque Yota nous fait l'honneur de sa présence, c'est Yota qui va définir Santorin fume. Grèce. En Grèce, évidemment. Santorin fume. Oui, je ne sais pas quoi, hein. Les pétards, non, ils fument quoi? Je sais que c'est le printemps, les amis. En tout cas, ça fume, ça tremble, ça bouge beaucoup et on dirait que vous, les Européens du Nord, Rien. le dernier de votre souci. Non, on est béni des dieux depuis 3000 ans. Donc. Donc, oui, bon, je suppose que tout le monde connaît Santorin. Est-ce que vous pensez que je dois présenter l'île? Absolument, absolument. C'est obligatoire. Si tu le veux bien, évidemment. C'est démocratiquement obligatoire. Alors voilà, Santorin est la première destination de vacances au monde, les amis, depuis les années 60. C'est-à-dire que elle a dû accueillir aujourd'hui quand même en toutes ces années quelques milliards de touristes. Et la curiosité, c'est de savoir, après tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, si vous aurez encore envie d'aller en vacances à Santorin. Si on aime l'eau chaude, pourquoi pas, oui, tout à fait. Alors pour le joke, figurez-vous que le mot Santorin a été donné à l'île par les Français, les Francs. Ah oui, Philippe, tu vois que j'arrive à dénicher des petites nouvelles comme ça, très sympathiques. Donc c'était à l'époque des Francs. Et en fait, il y avait sur l'île Saint-Irène, et les Français allant en vacances, d'ailleurs on a le même cas à Corfou, hein, Philippe, je vous ai dit que le mot Corfou, de l'île de Corfou où moi j'habite, a été aussi donné par les Français, puisque le vrai nom de l'île Corfou, c'est Kerkira. Et donc Corfou, Santorin et apparemment quelques autres petites îles, eh bien, elles ont été données par les Francs, les Français donc de l'époque, et c'était basé sur la Saint-Irène, c'est-à-dire Saint-Irène, les Grecs disaient Saint-Irène, Saint-Irène, et ça a fini par Santorin, les Français ont abrégé par Santorin. Et donc c'est de là que vient le nom Santorin. Mais Merci. elle est aussi appelée Thira. Oui, Philippe, excuse-moi. Oui, je veux simplement te dire merci. Ouais, je pensais qu'il y avait une terminaison en I Santolini avec une consonance italienne, mais ça n'a jamais existé. Non, non, c'est D'accord. Santorin. Nous, on dit, en grec, on dit Santorini, mais après que les Français aient utilisé le mot, les Grecs l'ont réutilisé d'une autre manière. Le vrai nom du volcan, c'est Thira, de la ville de Santorin, Thira. Et là, ça veut dire la ronde, si je puis la ronde. Non, ça c'était Strogili, ça voulait dire que c'était une île ronde Mhm, donc, qui devait faire le diamètre d'un volcan mhm. et on l'appelait Strongili. Strongili, ça veut dire rond
en grec, quelque chose de rond. Mais le D'accord. nom le plus connu sur la planète, évidemment, c'est Santorin. Dans toutes les langues, on n'a gardé que Thira. Alors, Santorin a eu plusieurs, enfin, je recommence depuis le début, les amis, je ne sais pas par où prendre le sujet. En fait, il se fait aujourd'hui que depuis le début du mois de janvier, nous avons calculé à peu près 11 000 secousses et donc, c'est une période où le volcan de Santorin, qui est très connu, enfin les volcans, puisque en Grèce, nous avons 39 volcans et la moitié des volcans se trouvent donc dans cette partie géométrique de la mer Méditerranée, de la mer Égée, c'est-à-dire la Crète, Santorin, les îles Égées, jusque sur les côtes de Turquie. Et ça démarre à l'Etna en Italie. Donc aujourd'hui, on nous dit que l'Etna va vers une période de calme, mais par contre, Santorin et le volcan voisin Columbus, eh bien, ces deux volcans-là sont en train de s'éveiller et on ne sait pas ce qui va se passer réellement dans les jours qui suivent. Évidemment, l'État grec entre parenthèses, qui pour finir a été obligé de faire quelque chose, parce que évidemment, pour ne pas avoir de décès, tout ça, ne pas prendre des risques ni avec les humains ni avec les animaux, les trois quarts de la population a quitté l'île et on a déchargé aussi des animaux. Donc, Santorin, ça bouge très très fort, ça bouge plus que vous ne l'imaginez. Je vous conseille quand même d'aller faire un tour, vous informer. Si vous voulez, Philippe, j'ai noté plus ou moins toutes les éruptions qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. On va peut-être pas les énumérer, mais nous parler de la dernière grande éruption, quoi. Ça date de quand? C'était il y a 3 ans, 10 ans, 50 ans, je sais pas. Ben, c'est-à-dire qu'on a une très grande éruption qui est très très connue, qui s'est passée en 1600 plus ou moins, avant Jésus-Christ. Et donc là, c'est la destruction de la civilisation minoïenne et aussi la destruction de toute l'Afrique du Nord Par euh, tsunami, par tsunami, pas par la projection des cendres. par tsunami. En fait, il se passe, Philippe, comme je te racontais hier, que les volcans se mettent souvent entre deux plaques tectoniques. Donc, on a toute une série de volcans qui sont installés entre la grosse plaque africaine et la grosse plaque européenne. Et donc, toute l'activité volcanique se passe sur ce niveau-là. Ce qui fait que eh ben, quand il se réveille, le volcan, et il s'est réveillé souvent, et parfois même il se réveille et il crée d'autres volcans. Donc on a recensé depuis juste après notre démocratie, euh, on a gardé comme information, disons, euh, en 197 avant Jésus-Christ, en 19 après Jésus-Christ, en 726 après Jésus-Christ, en 1457 après Jésus-Christ. Là, il y avait beaucoup de tremblements de terre et de déplacements de terrain et tout ça. En 1508 après Jésus-Christ, en 1573, en 1650, éruption très, très forte et des tremblements de terre jusqu'en Turquie. C'est un petit peu le scénario qui se passe aujourd'hui. Puis on a 1670 où les volcans sont actifs sur les plaques tectoniques, donc la période où la civilisation minoenne a été euh, Détruite. en moins, donc hein, là, en moins. Euh, C'est-à-dire que chaque fois le volcan fait son éruption, mais parfois elle est catastrophique, parfois elle ne l'est pas. Tout dépend de l'activité du volcan.
comme on sait aujourd'hui que la plaque africaine est en train de pousser vers la plaque européenne, eh bien probablement ces volcans qui n'étaient d'ailleurs jamais endormis, puisque ça fait 2 millions d'années hein, que ce volcan-là est né, donc à Santorin, qui est un des plus connus et qui a formé une des plus grandes calderas du monde. Santorin fait partie des plus grandes calderas du monde. Donc, vous voyez un petit peu l'activité. Et donc, on a soit des tremblements de terre, là, c'est une activité tectonique, soit un volcan qui fait une éruption avec un tsunami par la suite. Mais on peut avoir des tsunamis avec les plaques tectoniques qui bougent aussi, hein. Ça, ce n'est pas relié uniquement au volcan. Enfin, voilà, il y a une activité. Je ne sais pas par où commencer, les amis, pour vous expliquer tout ça, parce que il y a une activité tellement forte et tellement, eh bien, on se pose des questions. Évidemment, on se demande si ce sont la main de l'homme ou si c'est le naturel qui fait tout ça. Eh bien, ici, évidemment, on constate que l'activité du volcan, je veux dire, il faut qu'il soit vraiment très, très fort, hein, nos gouvernants, pour pouvoir diriger un volcan. Je ne sais pas s'ils ont réussi aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à dire que l'activité est naturelle, mais que la main de l'homme est ajoutée à tous ces événements pour créer une peur, pour que les gens quittent le pays, enfin, beaucoup de raisons actuelles d'aujourd'hui que nous connaissons très bien tous en ce moment. Oui. Oui, Philippe? Oui, oui, juste pour que nos auditeurs comprennent bien, effectivement, il y a des moyens techniques qui existent aujourd'hui pour simuler une forme de tremblement de terre d'éruption volcanique qui pourrait être à 100% de la main de l'homme. Je ne crois pas qu'on en soit là avec Santorin, hein. C'est quelque chose qui est préparé depuis très longtemps. S'il y avait eu des trafics souterrains, on les aurait vus. A priori, ça n'est pas une intervention humaine. Par contre, ce qui est une intervention humaine, c'est de dire que ces explosions, que ces fumées, etc., vont attirer le malheur et qu'il est temps d'absoudre ses péchés ou que ces encore, ou de rendre tout son or, tiens, pour donner un bon exemple. Donnez-nous donnez-nous tout votre or avant que ça explose, sinon vous allez être maudits jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est effectivement la manipulation psychologique plus classique des religions, disons les choses. Alors, je dis pas que c'était aussi crapuleux que ça, mais ça pouvait être aussi crapuleux que ça. On a des preuves de ça. Mais pas une manipulation mécanique du volcan par lui-même, qui est un autre sujet. Et sauf si on me démontre le contraire, a priori, Santorin, l'île de Santorin, le volcan de Santorin aujourd'hui, ça n'est pas le fruit d'une manipulation technologique humaine. Selon toi, ce serait donc une allégorie, encore une fois, Philippe. Une Une allégorie, je allégorie. sais pas. Une allégorie. Oui, vas-y, Yota. L'allégorie, en tout cas, c'est quand même lié à des événements naturels puisque la Terre a changé de rotation et donc la Terre est un être vivant, hein, elle vit tout autant que nous et donc on sait que les pôles ont changé, que la Terre a changé de rotation, donc j'imagine que ça fait partie. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 15 000 volcans sur la Terre, à peu près. Entre 15 et 16 000 volcans. Il y en a 60, non, il y en a 1456 qui sont, qui sont en activité, Mhm. 60 qui sont dangereux sur la Terre. Et donc, oui, Philippe, cette activité volcanique, j'ai tendance à la rattacher plus à du naturel, à des événements naturels de la Terre, plutôt que, à l'activité humaine. Alors par contre, ce qu'il y a aussi, c'est que selon la fréquence du nombre de volcans présents dans un pays donné, ça influence une civilisation. C'est-à-dire qu'avant la civilisation chrétienne, il y avait la civilisation animiste, il y avait en Grèce en particulier toute l'admiration des dieux, etc. Enfin la mythologie, ce qu'on appelle la mythologie, hein.
qui était une figuration des dieux de la nature, tout simplement. Et quand on a affaire à des volcans, la nature, elle a des choses à nous dire. Donc on a besoin de beaucoup, beaucoup de dieux. Et c'est peut-être pas un hasard s'il y a beaucoup de dieux dans la mythologie grecque, enfin, comment dirais-je, qui est de mythologie grecque, dont le berceau est au milieu des volcans. Et si je veux faire une comparaison avec le Japon qui subit également la force des volcans, eh bien, on va s'apercevoir qu'ils ont aussi une mythologie où il y a plus de, je crois, 8000 dieux. Non, ils ont 800, plus de 800 dieux. 800 dieux, pardon. Philippe, ce qui est important de signaler justement quand on est polythéiste et qu'on écoute les dieux, donc c'est qu'on est à l'écoute de la terre. Eh bien, figure-toi que dans toutes ces éruptions que je t'ai citées, et imagine-toi donc depuis 2 millions d'années combien il y en a eu, en tout cas, on peut savoir que très très rares étaient les éruptions où il y avait vraiment catastrophe, c'est-à-dire beaucoup de morts et beaucoup d'animaux morts et tout ça. Donc, on ne retient quasiment que celui de moins 1650 avant Jésus-Christ, donc qui est situé à la destruction de la civilisation minoïenne. Mais sinon, dans tous les autres, parce que j'ai très fait attention dans mes recherches à cela, eh bien, dans toutes ces autres catastrophes, on peut dire, puisque un volcan qui fait une éruption, c'est quand même pas une petite chose, eh bien, figure-toi, il n'y avait jamais de victimes. Donc, si les gens sont à l'écoute parce que on est en droit de se dire, mais enfin, comment ils ont eu l'idée d'aller s'installer sur un volcan? Paradoxalement, les volcans attirent les humains. Pourquoi? Eh bien, parce que les cultures sont plus riches. Et la terre est très fertile. Et donc, toutes les cultures qui se font autour des volcans et tout ça sont une réussite. Et donc, eh bien, figurez-vous que quand les humains sont à l'écoute de la Terre et qui vivent avec elle qui essayent de comprendre le rythme de la Terre, eh bien, ils sont sauvés des catastrophes. Et donc, même à la catastrophe de la civilisation crétoise, eh bien, il n'y a pas eu de mort, figurez-vous. Pourquoi? Parce que 2 mois avant, tous les habitants avaient quitté l'île. Ben, oui, oui. Là, le volcan prévient. Il Donc, annonce, il voilà, annonce son programme. le volcan prévient. Donc, il faut vous imaginer qu'à cette époque-là, la technologie qu'on a aujourd'hui pour regarder les volcans et observer les volcans, nous ne l'avions pas. Ou en tout cas, ils l'avaient et ils nous l'ont caché. Mais la preuve est que sans technologie, les gens étaient capables de dire, oui, ça va, on peut rester, ce ne sera qu'une petite chose, ou il vaut mieux se casser parce que, il va y avoir des gros dégâts. Et donc, dans la civilisation minoïenne, les plus gros dégâts se sont retrouvés en Crète, évidemment, et en Afrique du Nord. Mais à Santorin et sur le volcan lui-même, il n'y a eu aucune victime, ni animale, ni humaine. Ce qui prouve que les gens à cette époque-là étaient quand même à l'écoute de leur île. Oui, mais ça a dû être quelque chose comme l'arche de Noé, j'imagine. Je ne sais pas combien ils étaient sur l'île, mais s'ils ont tous été sauvés, ça veut dire qu'ils ont tous pu embarquer vers un autre port. Donc ça, c'est vraiment un recensement qui a dû être minutieux. Et je crois savoir qu'on a même des traces de ces habitants qui sont partis, qui ont laissé le volcan exploser, si je puis dire, qui ont subi le tsunami et qui sont tout de suite revenus dans la foulée sur l'île. Ah, mais les événements durent chaque fois. On a des événements, on n'a pas des activités de volcan qui durent 2 ou 3 jours. Ça dure soit 3 mois, soit 6 mois, soit un an. Il y en a même qui ont duré, par exemple, j'ai gardé parce que c'est très important. Il y a eu 5 éruptions entre 1939 et 1941. En pleine guerre, dis donc. En Ça pleine guerre, dis va. donc, il y a eu 5 éruptions dans cette région-là. Fou, ça. Ouais. Donc, quand on retrouve les dates
En 1950, par exemple, où il y a eu une éruption, elle a créé un autre volcan à côté. D'accord. Et donc, vous voyez bien que, évidemment, on a le tourisme, hein. Je vous ai parlé de Santorin, qui était la première destination touristique au monde. Et effectivement, courir après l'argent, le tourisme et tout ça, c'est un peu c'est notre dernière ressource en Grèce, puisqu'ils ont tout fermé, donc on n'a plus que le tourisme. Ce qui fait que avec le tourisme, on a tendance un petit peu à ne pas noter ces choses importantes, à garder la beauté superficielle de Santorin et puis un petit peu le manège, comme si on montait dans un manège en se disant, ah, ici, on a des émotions fortes et tout ça. Mais en définitive, on voit que depuis des milliers d'années, ces volcans sont habités et que les gens, quand ils sont à l'écoute des volcans, et ça rejoint un petit peu ce que je te disais, Philippe, sur pourquoi il y avait tellement de temples et de statues en Grèce à l'époque de la démocratie, eh bien, euh, quand on n'a pas les volcans ou les phénomènes naturels qui nous réveillent chaque matin en se disant fais attention à ta planète, respecte ta planète, eh bien, quand on n'a pas les volcans et tous ces phénomènes-là, on installe des temples, des sculptures, et c'était donc toute cette création artistique et musicale même et théâtrale à l'époque qu'ils avaient inventé, eh bien, c'était pour se rappeler au quotidien, il ne faut pas oublier qu'on vit sur cette terre et que si le volcan explose, eh bien, quels en seront les dégâts et qu'est-ce qui se passera pour nous? Voilà, c'est un truc à faire les cosmonautes. Donc, moi, je veux quand même, Philippe, dire aux Français, aux Italiens, enfin, les Italiens, ils ont l'Etna et le Vésuve, donc ils sont Oui. éveillés tous les jours. Mais du côté de la France, là, et du côté de l'Espagne, On a le Puy-de-Dôme en France, mais ça fait longtemps qu'il ne s'y passe plus rien. Et il peut se réveiller demain, d'après, alors à l'époque d'après Haroun Tazieff, qui était le vulcanologue officiel de la planète, qui n'est plus parmi nous, mais qui nous faisait des prévisions en disant que les volcans d'Auvergne pouvaient se réveiller aussi vite que Santorin, quoi. Voilà. oui, à partir du moment où ils ont un cycle de vie, d'ailleurs, on ne peut pas savoir, on les dit endormis, mais en fait, ils ne font que sommeiller, hein. Et puis, il y en a qui se réveillent, par exemple, l'Etna est en train de se rétracter. Mais enfin, dans le scénario catastrophe, il est quand même préconisé à tous ceux qui habitent en bord de mer de faire très très attention parce que en cas de tsunami, il y a des parties nordiques de la mer où il y aura plus d'eau, donc la montée des eaux, et des parties comme en Afrique ou en Crète où il y aura moins d'eau. Donc il y a ces plaques tectoniques et ces volcans qui s'activent de manière à faire bouger notre géographie. Et les Français, il vous est quand même conseillé de vous tenir au courant de l'activité des volcans parce que à cause de la mer Méditerranée, vous pourriez aussi à un moment donné avoir un problème sur vos côtes françaises, D'accord. espagnoles et italiennes et tout ça. Évidemment, les Italiens et les Grecs sont au courant, ils se renseignent tous les jours, mais les Français ont tendance un peu à éviter l'information parce que je la mets sur Internet et tout le monde me dit mais on n'en parle nulle part. Voilà, je veux dire, on peut essayer de faire tomber Macron, mais si on reçoit un tsunami de 250 mètres, ça aussi c'était des informations, Philippe. En 1950, la vague faisait 25 mètres de haut, mais à l'époque minoenne, la vague, elle faisait 250 mètres de haut. Oui, ils n'avaient pas leur chance, là, effectivement. Donc, on ne peut évidemment pas calculer s'il y a un tsunami, on ne peut pas calculer la hauteur du tsunami et ce qu'il va atteindre.
Mais on peut savoir que les vagues peuvent aller de 25 à 250 mètres dans la mer Méditerranée. Il faut savoir aussi que celui de Santorin n'est pas le seul, hein. Il a son jumeau à côté, Columbus, qui lui est très très actif aussi. Et puis on a les plaques tectoniques qui vont jusque en Turquie. Et donc là, qu'est-ce qu'ils ont constaté dernièrement sur les côtes turques? Ils ont constaté que la marée était basse et elle restait basse pour quelques jours. Donc, vous voyez comment ça peut influencer toute la Terre, en fait, une histoire comme ça. Donc, ben, soyez prudents. C'est un peu pour ça que on a décidé de faire et de parler de Santorin aujourd'hui, pour que vous soyez quand même un petit peu attentifs. Pour ceux qui habitent en bord de mer et tout ça, eh bien, soyez avertis, informez-vous dans le cas où il se passe. Alors, par rapport à ce que tu dis qui est très important, euh, nous au sein du CNTFCH, on n'est pas là pour faire des associations et faire peur aux gens. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, entre 1939 et 1944, il y a eu des explosions, enfin il y a eu des éruptions assez phénoménales, très concentrées dans un laps de temps très court qui correspond exactement à la période où les hommes se sont battus, tout simplement, hein. Mhm. Alors, est-ce qu'on pourrait y voir une relation de cause à effet et faire de l'animisme en disant la Terre est vivante, les volcans sont vivants, ils nous ont parlé, ils nous ont demandé d'arrêter le feu, sinon ce serait eux qui En tout nous tueraient. cas, Alors voilà, où en est-on? Et surtout, autre question, je termine juste. Autre question, est-ce qu'il y avait au temps de la Grèce antique, que ce soit la Grèce de la démocratie ou pas, d'ailleurs, peu importe, est-ce qu'il y avait à cette époque-là une déification, c'est-à-dire des volcans? C'est-à-dire on leur donnait on leur attribuait des vertus de dieu ou de demi-dieu, je ne sais pas. Ou est-ce que on retrouve quelque chose comme ça dans la littérature grecque ancienne ou pas? ça doit sûrement exister, mais honnêtement, j'ai pas cherché, Philippe. Par contre, ce qui m'intéressait de voir un petit peu, c'était de voir quand il y avait des guerres sur la planète, est-ce que l'activité volcanique était beaucoup plus activée? Et en fait, effectivement, j'ai remarqué quand il y a des événements qui, qui, euh, qui transforme un petit peu l'humanité, hein, qu'elle soit en vibration d'élévation ou en vibration de descente, eh bien, les volcans se réveillent. La nature se réveille pour nous signaler effectivement que, il faut qu'on se calme, hein, nous les humains. Oui, alors je voudrais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a un exemple qui est flagrant, c'est celui de la grande armée de Napoléon qui revient de Moscou et qui va être détruite non pas par les hordes, ou les hordes, non les hordes plutôt cosaques, mais par le général Hiver, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Or, ce général Hiver, bah, il frappe comme toutes les années dans ces régions-là, mais pas du tout avec la virulence avec laquelle il a frappé en 1812 Mhm. qui est l'année de retour voilà. Donc il y avait des moins 30, moins 40 sur tout le passage et il faisait froid, y compris à Paris, quoi. Alors, mystère quand même, un petit peu mystérieux tout ça, parce qu'on a beau se dire qu'on est dans une période un peu glaciaire, etc. C'était quand même une année très exceptionnelle. Et c'est elle qui est venue à bout de l'armée, de la grande armée de Napoléon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à il y a pas longtemps, on n'avait pas d'explication. C'était un phénomène météorologique comme un autre. Et puis on s'est aperçu plus récemment qu'en 1812, au niveau de la Papouasie, donc vous voyez, c'est pas tout à fait à côté de chez nous, il y a eu l'explosion d'un volcan. C'est pas une éruption, c'est une explosion. Donc ça veut dire que la caldeira a été projetée dans la stratosphère et que donc c'est de la poussière a envahi tout le globe, enfin en tout cas une partie du globe, qui fait qu'on a eu immédiatement une absence relative ou absolue de soleil dans certains coins de la planète et qu'il y a eu donc mécaniquement un refroidissement total, quoi. Et que ça correspond exactement à l'époque où Napoléon s'est déplacé avec sa grande armée. Alors de là à dire qu'il y a au sein de la Terre des intentions, c'est un pas qu'on franchira pas, mais c'est intéressant de voir que ça fait déjà deux exemples très précis et très vérifiés, je dirais, d'événements qui ont été déclenchés autour d'activités humaines liées à la guerre, quoi. Oui, et même on sait que les dinosaures, par exemple, ont disparu suite à
un volcan qui a explosé et il y a eu tellement de sable sur la planète que ça a détruit toute vie pendant X années. Donc, c'est lié, évidemment. On ne fait pas du prophétisme, hein, mais je vous le dis, moi, c'est ce que je pense, hein. La Terre est un être vivant. Elle a aussi des sentiments qui sont rattachés à nos vibrations. Et donc, effectivement, sans vouloir faire la prophétie, quand les Indiens d'Amérique du Sud, là, ils avaient des éclipses et qu'ils se disaient Dieu va nous punir, Dieu va nous punir. Ils sentaient à l'époque déjà que effectivement ils avaient intérêt à se calmer de toute façon, hein, puisque ça n'allait plus, et que les éléments extérieurs et ça, Philippe, c'est toute l'histoire de la mythéologie. Mhm. Donc tous ces événements-là étaient racontés allégoriquement, ce qui a fait, qui a donné naissance à la mythologie qu'on appelle aujourd'hui, mais mytho, qui ne vient pas du mot mythomane et d'un mensonge, mais de mythéo qui veut dire je raconte. Donc je raconte l'histoire allégoriquement et de parole en parole. Donc, on a quand même des anciens, on a des événements qui prouvent que quand les volcans se réveillent, on a intérêt à se calmer, tout simplement. Ok, un homme averti en vaut deux. Alors, est-ce que depuis que Jean-Pierre qui nous a rejoint, est-ce que bonjour à Jean-Pierre, Bonjour Bonjour. Jean-Pierre. j'espère que tout va bien. Bonjour. Et Oui, est-ce oui, que tout. tu as des choses à nous, tu as relevé des choses à nous dire? Oui, j'ai relevé des choses. Je vous prie de m'excuser pour mon retard. J'ai été retardé et je ne pouvais pas. Pas de souci. Bon. Euh, j'ai relevé que lorsque les peuples sont à l'écoute de la Terre et connectés avec elle, curieusement, la Terre ne leur nuit pas. Parce que d'abord, ils s'en vont quand ils sentent qu'il y a un danger, comme les animaux. Et que, en deuxième, peut-être que la Terre est plus calme. Évidemment, c'est une histoire de vibration. On ne peut pas imaginer qu'ils émettent des vibrations dans l'univers sans qu'il y ait des conséquences. Il y a forcément des conséquences. Euh, donc, et cette histoire d'écouter la Terre, c'est une histoire d'amour en fait. Quand les gens sont amoureux de leur Terre, eh bien, ils savent communiquer avec elle, ils savent percevoir les dangers potentiels et ils savent aussi, j'ai ouï dire, d'un champ de riz au Japon où les gens ne travaillaient qu'une semaine par an. Simplement, ils passaient leur temps à dire au riz combien ils le trouvaient beau et combien ils l'aimaient. Et ils n'avaient pas besoin de pesticides alors que les champs d'à côté avaient beaucoup moins de riz et utilisaient les pesticides. Donc, jusqu'à dans toute l'histoire de l'humanité, nous savons que l'amour porte des fruits que même l'imagination ne peut pas entrevoir. Merci d'avoir entendu. Avec plaisir. Jean-Pierre. Sylvain? Alors, Oh, non, non, moi j'aimerais simplement que Yota nous parle de son ouvrage. je voulais juste rajouter quelque chose. Oui, avec grand plaisir, Yota, tu as tout ton temps, il n'y a pas de problème. Oui, Sylvain, parce que au niveau de l'histoire, on va quand même relier un petit peu la politique avec tout ça. Donc, à l'époque de notre démocratie, Santorin était soumise aux Perses. Ensuite, elle collabore avec l'oligarchie spartiate et en 426 avant Jésus-Christ, elle passe sous la souveraineté athénienne. Suite à cela, sous la croupe des Ptoléméens, hein, de Alexandre le Grand, et pour finir à celle des Romains. Durant les Romains d'Orient qui étaient Byzance, et la latinocratie, elle est reliée au duché de Naxos. Naxos, c'était là où ils prenaient toutes les pierres calcaires pour faire toutes les sculptures de Grèce. C'est la meilleure qualité. Et ensuite, elle passe aux Vénitiens. Sous l'époque des Vénitiens, c'est là où la moitié de la population devient catholique. En 1537, ce sont les pirates de Barbarousse qui gouvernent l'île. En 1579, ce sont les Turcs. En 1770, de 1700 jusqu'à 1774, c'est une occupation russe.
Et en 1832, enfin, Santorin rejoint l'État grec. Ben voilà, je voulais rajouter une petite information politique à tout ça. Et oui, Sylvain, merci. Voilà Oui, la démocratie assassinée d'Ephialtis. Et donc, tous ceux qui veulent acquérir le livre, je mets toujours un email en dessous de l'émission. Vous pouvez m'écrire pour acquérir le livre. Voilà, merci les amis. Merci Iota. Alors j'aurais précisé que ça fume également en France, il n'y a pas qu'à Santorin. Bah, si ça fume en France, c'est à cause de la politique volcanique. Et d'ailleurs, l'explosion est prévue pour bientôt. Merci Philippe, merci Iota, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellente soirée, notre prochain rendez-vous vendredi. Merci, au revoir.